vidéo qui commence par la fin en fait et qui a failli ne jamais voir le jour parce que la traversée entre la Martinique et Guatemala a été particulièrement pénible et j'ai pas eu de plaisir particulier à la faire. Donc pendant la traversée, j'avais bien fait quelques vidéos sans conviction, sans réelle envie. Mais elles étaient restées dans un coin, j'avais pas envie de les monter, je m'étais dit ça n'a pas été une traversée intéressante, j'y ai pas pris de plaisir. Donc je me suis dit on va l'oublier. Et en y repensant, je me suis dit pourquoi pas la monter, car ça reste une traversée que j'ai faite. Il faut savoir que toutes les traversées ne sont pas égales. Donc je voulais quand même garder un témoignage, ne serait-ce que pour moi, de cette traversée. J'ai rassemblé toutes les vidéos, j'en ai fait un montage avec le savoir-faire que vous me connaissez. Et je vous la présente maintenant. Et le départ du port du Marin, le jeudi 5 décembre, destination Livingstone. Il est bien pratique ce port. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de trafic. Alors, en goûtant à la Martinique, il y a le Rocher du Diamant. C'est celui qui est juste en face là. Et déjà l'année dernière, j'ai voulu passer entre le continent et le rocher, mais je me souviens qu'il y avait beaucoup de turbulences, donc je ne l'avais pas fait. Et là, j'étais bien parti pour le faire, j'ai une bonne trajectoire, et voilà qu'il y a un grain qui arrive juste à ce moment-là. Pas question d'aller faire le malin dans un petit corridor comme ça, alors que ça risque de cogner. Donc, on va passer au large une fois de plus. Quand je vois ces pitons comme ça couverts de végétation, ce qui est typique des îles des Caraïbes, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'île au trésor en haut. Alors, je suis impressionné par ces cormorans, je ne sais pas trop comment dire. Déjà, je suis impressionné comment ils volent bien. Il reste autour du bateau parce que le bateau fait s'envoler les poissons volants. Donc ils en profitent. Il y a peu d'oiseaux terrestres qui volent aussi bien que ça. Alors me voici au troisième jour depuis mon départ de la Martinique. La Martinique est ici, l'arc antillais est là, Porto Rico, République dominicaine, Cuba, la Jamaïque, et ma destination finale se trouve ici, au Guatemala, au Rio Dulce, à Livingstone. Alors, la route de référence, c'est la route qui est tracée ici en orange, avec une longue ligne droite jusqu'au sud de la Jamaïque, qui ensuite va partir à le nord-ouest pour s'incurver doucement jusqu'à l'arrivée à Livingstone. Alors, il y a une raison pour laquelle elle n'est pas droite, c'est que toute cette zone ici et là, il y a des hauts fonds. En théorie, ce ne sont pas des hauts fonds, de vraiment empêcher de passer. Dans le sens où, à part quelques endroits comme ici, où là les roches sont affleurantes, le reste sont des fonds de l'ordre de 20 mètres, 10 mètres. Donc pour un voilier, ça ne devrait pas présenter de problème. Néanmoins, à côté de ces fonds qui sont à une dizaine de mètres, il y a des fonds qui sont à 1000 mètres, 1500 mètres. Et la remontée de ces fonds est très brutale. Donc en fonction de l'état de la mer et du vent, j'ai pas forcément envie de me retrouver sur des zones de haut fond avec des vagues qui déferleraient. Donc la route de référence, elle passe là où les profondeurs sont supérieures à 1000 mètres. Et ensuite, au fur et à mesure que je vais m'approcher du couloir entre le Pedro Bank et le Rosaline Bank, qui sont au sud de la Jamaïque et qui prolongent le Honduras, si effectivement les conditions de vent et de mer sont un peu difficiles, je resterai au milieu. Si je vois que vraiment j'ai des conditions très favorables, dans ce cas-là je prendrai une route beaucoup plus sud et je passerai sur ces hauts fonds. Mais sur toute cette longueur, ça peut durer plusieurs jours, donc il faut que je sois sûr de mon coup au niveau météo. C'est bien un truc qui m'énerve prodigieusement. C'est tout ce qui est grincement, les claquements, des trucs comme ça. Au niveau du mail, il y a toute une série de trucs qui grincent sans que je puisse vraiment définir l'origine. Il y en a un que je connais, c'est là où se fait la jonction du Alba. Donc aujourd'hui c'est séance graissage, parce que cette pièce, en fonction des forces qui sont exercées par le Alba ici, elle bouge un petit peu.
parce qu'il y a un petit espace et ça fait un claquement qui est extrêmement pénible. Donc pour arriver à graisser ça, l'idéal, ce serait que je puisse enlever l'axe. Mais comme je suis en navigation, il est hors de question que je fasse ça. Donc en fait, avec une petite garcette comme ça, à chaque fois que ça me libère un peu de place, hop, je lui fais passer un peu de graisse à l'intérieur. Et petit à petit, je vais arriver à graisser ça et à la fin, je vais serrer la garcette en faisant ce qu'elle serve d'amortisseur. Comme quoi, la sérénité sur un bateau à voile, ça tient pas grand-chose. Depuis mon départ, la météo est assez perturbée. Le premier jour, c'était super. J'ai tracé un grand bord sud-ouest, c'était très bien. Ensuite, ça s'est un peu compliqué. Le deuxième jour, un jour extrêmement pénible avec que des grains. La trace est assez chaotique. À chaque fois que je rencontrais un grain, ça me faisait changer ma direction. Alors, il fallait que j'empanne pour rester sur ce qui s'appelle le bord favorable. Et même si on regarde dans le détail, il y a eu des grains comme ici. Par exemple, 2 fois, j'ai eu des grains qui ont fait carrément remonter vers le nord et qui perturbent énormément la progression parce que ça fait des distances en plus à parcourir. La VMC, c'est-à-dire la vitesse de rapprochement à l'objectif, diminue elle aussi. Ce ne sont pas des conditions qui sont très reposantes en fait. Les alizés, c'est une petite session de grains comme ça. Le vent monte à 30 nœuds. Ça va durer une dizaine de minutes. Et après, le soleil va revenir, ça va se calmer. La mer, elle restera toujours agitée. Et ça va recommencer. La journée et toute la soirée, ça a été une vraie lessiveuse. Le bateau roulait, tanguait dans tous les sens. Je ne pouvais rien faire du tout sans être projeté soit à droite, soit à gauche, de façon complètement chaotique. Ça s'est un petit peu calmé. Et comme la trajectoire s'incurvait à mon goût un peu trop vers le nord, je me suis dit je vais en profiter. Donc je viens d'empanner. Comme on navigue au large, grand large même, l'empannage c'est 80 degrés. Donc ça ne me met pas forcément sur le bord le plus favorable. Je perds un peu en progression. Mais comme de toute façon j'avance pas très vite parce que je suis sous toilé, 2 riz dans la GB et je suis passé sous trinquette. On atteint là un peu les limites de ce qu'on peut faire en solo. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop se fatiguer, il faut toujours être en mesure d'être à même de gérer une situation qui pourrait se produire. C'est vraiment éprouvant les journées comme ça. Bon allez, je vais dormir un peu. Après avoir empanné, être passé bâbord à mur et donc en descendant un peu vers le sud, je trouvais que le bateau avait pas un comportement normal et surtout vu la force du vent, je trouvais pas qu'il y avait une vitesse sol qui était correcte. Alors, au début je me suis dit mais il y a un problème avec les voiles ou quelque chose, j'ai regardé, j'ai rien vu. Et en fait je me suis rendu compte qu'entre la vitesse surface et la vitesse fond, il y avait 2 nœuds et demi de différence. Et en regardant la carte de courant, moi je me trouve ici actuellement. Et effectivement, en allant comme ça, je vais un peu à contre-courant. Donc ce que je vais faire, je vais empanner, enfin je vais attendre 5 minutes, encore un grain est en train de passer. Et je vais repartir vers le nord. Alors je vais monter peut-être beaucoup plus au nord que prévu. Dès qu'il va s'inverser ici, je prendrai ce flux qui est là. Alors j'ai à peine 4 nœuds de vent apparent, 1,50 m de vague. J'ai fini par affaler la GV. Je reste que sur le génois qui est mal, qui n'arrive pas à tenir et qui claque. Et dans quelques minutes, ça va être encore du 25 nœuds, du 30 nœuds, du 40 nœuds. Et ça fait 2 jours que ça dure. C'est une épreuve. Caraïbes est sillonné de cargos et de tankers, alors principalement de tankers.
Ça fait 5 jours maintenant que j'ai quitté la Martinique et c'est le premier jour où j'ai vraiment plaisir à être en mer parce que jusqu'ici j'ai eu une météo assez difficile, très perturbée avec beaucoup de pluie, beaucoup de grains, avec un vent dont la direction était difficile à cerner. Et là ça fait maintenant une dizaine d'heures que j'ai réussi à bien me centrer dans le courant et surtout la mer, même si elle a des vagues avec des creux de 2,50 m à peu près, 3 mètres, les vagues sont bien orientées, ne sont pas perturbées par des grains ou des orages qu'il peut y avoir tout autour. Donc le bateau est bien dans l'axe des vagues. D'ailleurs, je n'ai qu'une seule voile à l'avant, de façon à pouvoir bien prendre le vent à 160, 170 degrés. Bon, des voiles génois pour un peu à fond pour faire les départs au surf, mais c'est vraiment agréable. Toutes les heures, je fais un suivi de la progression et depuis une dizaine d'heures maintenant, les vitesses sont excellentes. Je suis constamment entre 8 et 9 nœuds, ce qui est très rare pour Quetzal, ce qui peut arriver, mais sur une dizaine d'heures comme ça, c'est très rare. Alors on est au soir du 9e jour. Il se présente ce soir tout un ensemble de nuages assez convectifs. Donc pour cette nuit, on va passer sous la configuration standard, faut faire gaffe, qui est prendre 2 rides dans la GV. Il y a une question qui se posait pour l'arrivée au large du Honduras, c'est de savoir si je passais sur une série de hauts fonds, ou alors si je les contournais et donc je faisais un peu plus de route. Je m'étais dit que j'attendrais le dernier moment pour prendre la décision en fonction de la météo, parce que si la mer n'est pas trop formée, je passe sur les hauts fonds. Par contre, s'il y avait une grosse houle qui arrivait, là dans ce cas-là, j'aurais fait le tour. Eh bien, je vais aller tout droit, je vais passer sur les hauts fonds, parce que même s'ils annonçaient renforcement du vent dans la nuit, c'est un passage qui va durer à peu près 16 heures. Il va y avoir entre 20 et 25 nœuds de vent. Je ne pense pas que ça souffle sur un fèche suffisamment large pour pouvoir générer une houle significative qui deviendrait dangereuse sur cette partie de haut fond. Alors quand je dis haut fond, c'est pas de haut fond à 2 mètres sous la quille. On passe d'une profondeur de 1500 mètres à 20 à 30 mètres. C'est pas des hauts fonds qui présentent un danger physique pour le bateau. C'est uniquement des hauts fonds qui vont modifier la structure des vagues et qui va rendre des vagues plus hautes, plus pointues avec une fréquence plus courte. C'est marrant, je vois qu'il y a les cargos qui font comme moi, ils slaloment entre les hauts fonds. Car ici, j'ai le Rosalinda Bank. Là, il y a une autre série de hauts fonds qui est juste à côté. Et ici, il y a un passage de 8000 environ. Ici. Et tous les bateaux se suivent à la queue leu comme ça, dans les deux sens, pour passer dans cet étroit passage. Ça fait 2 jours maintenant que la mer est désagréable, qu'elle a des vagues très courtes, très pentues, dans différentes directions. Et c'est très lié au fond, puisque dans la zone, les fonds varient entre 1800-2000 mètres et 200-300 mètres. Je ne sais pas passer sur des fonds de moins de 300 mètres. Et je ne peux pas rester dehors très longtemps, parce que même en essayant de me protéger au maximum, là, il y a toujours un moment donné où il y a une vague qui passe par-dessus et qui mouille tout. Là. Le vent, lui, est à entre 20 et 25 nœuds en permanence. J'avais renvoyé le génois, mais en fait, je l'ai laissé que pendant 2 heures à peu près, parce que le gain de vitesse était très minime. Le problème, c'est que quand il y a une mer qui est très agitée comme ça, avec des vagues très pentues, quand on met trop de puissance à l'avant, alors effectivement, il y a plus de puissance, donc le bateau il tire plus. Cette puissance, elle sert à faire gîter le bateau en fait. Donc ensuite, il faut récupérer cet écart. Et tout ce surcroît de puissance qu'apporte le gèlement, en fait, il sert à faire gîter le bateau et 2 à le remettre droit. Donc pour un gain minime, je me suis dit, allez hop, on passe sous trinquette. Même si la trinquette et 2 riz pour 25 nœuds de vent, c'est quand même un grand luxe.
Mais dans une mer comme ça, qui est vraiment désagréable, on apprécie. Enfin, en tout cas, moi j'apprécie. Ça faisait quelques jours, j'avais plus l'occasion de refaire un tour de sécurité du bateau pour vérifier si tout était ok. Parce que ça fait plusieurs jours que la mer est assez formée avec des creux de 2-3 mètres. Et aujourd'hui, le vent affaibli, ça s'est un petit peu calmé. Les vagues là sont de l'ordre de à peine 2 mètres. Mais ce sont toujours des vagues assez désordonnées. Ça fait des mouvements d'accélération verticale qui sont assez pénibles quand on a ce sentiment d'écrasement à chaque fois que la vague remonte. D'ici 48 heures, je serai arrivé à Livingstone, au Guatemala. Depuis la Martinique, je n'ai pas vu une seule terre. Cette nuit, je vais passer à côté de l'île de Roatan. Alors je vais passer assez près d'ailleurs, parce que comme le vent va continuer à faiblir, je ne vais vraiment pas perdre de temps. D'ailleurs, je suis passé uniquement sur le génois, j'ai gardé simplement le génois. J'ai affalé la GV parce que actuellement je vais en trace directe à peu près 160 degrés du vent. Parce que comme le vent va faiblir dans les heures qui vont venir, je ne voulais pas me mettre à tirer les bords, et si jamais la prévision faisait que le vent faiblit plus et plus rapidement que prévu, de me retrouver à 300 000 ou 200 000 au large et avoir à faire 200 000 de moteur dans la pétole. Et le soleil qui va se lever sur l'île de Roatan, sur laquelle il y a eu des orages pendant toute la nuit, et même si moi j'étais pas sous les orages, j'étais à côté, mais ils m'ont bien pourri le vent pendant toute la nuit quand même. Encore une fois, ça n'a pas été très simple. Dès qu'on rentre dans la mer des Caraïbes, il y a quelque chose qui surprend très rapidement, c'est la quantité de déchets qui flottent. Que ce soit des bouts de plastique, des palettes. J'ai même vu un néon, un tube fluorescent qui flottait. Maintenant j'arrive au fond, on va dire, de la mer des Caraïbes, là où ça forme un angle entre le Mexique, le Belize et puis le Honduras. Je ne sais pas si c'est dû à ça, mais maintenant c'est plus quelques déchets. Je navigue sur une soupe de déchets. Alors l'essentiel, ils ne sont pas plus gros que ça. C'est plus pas une minute sans que je croise pas un bidon, une bouteille. Alors il y a une explication, en tout cas, c'est qu'en Amérique latine, comme dans d'autres pays du monde d'ailleurs, c'est pas propre à ici. Les gens ne sont pas vraiment sensibilisés à la protection de l'environnement, et j'ai envie de dire qu'ils ont d'autres soucis en tête. Il y a aussi des raisons politiques. Tous ces pays ne sont même pas organisés pour avoir une collecte et un traitement des déchets. Au Guatemala, par exemple, l'immense majorité des villages, ils n'ont même pas de décharge. Les déchets sont gérés au niveau individuel. Il n'y a pas de collecte organisée, il n'y a pas de ramassage d'ordures. Les gens ont des déchets, c'est eux qui se débrouillent avec. Au niveau politique, il n'y a jamais eu ni de campagne de sensibilisation, ni de mise en place d'une organisation qui permettrait effectivement d'avoir un traitement efficace des ordures. Donc je me retrouve avec moins de 5 nœuds de vent. La vitesse, elle est en chute libre. Je suis à 90 000 de Livingstone. Je pense qu'il va être temps d'allumer le moteur, et ce parcours va se finir au moteur. Quand j'ai quitté la France il y a bientôt 2 mois pour revenir au Guatemala, je n'étais pas projeté sur comment se ferait l'arrivée, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'imaginais pas du tout comme ça. Sous la pluie, dans du froid, il a fallu que j'aille récupérer des vêtements que j'avais rangés depuis des semaines. Et tout à fait honnêtement, j'ai rarement vu le Guatemala avec un ciel plombé comme ça. Mais il va falloir que je m'y fasse parce que ça va durer encore comme ça pendant 15 jours. Donc voilà le Cabo Tres Puntas qui marque l'entrée de la baie de Livingstone derrière. Alors juste au moment où j'arrive à l'entrée de la face de Livingstone, il y a la pluie qui se remet à tomber, comme quand je suis arrivé en Martinique au Marin, pour le moment où j'allais prendre ma place dans le port. Il y a un énorme orage qui est arrivé. J'ai tourné comme ça, en faisant des tours pendant 1 heure, avant de pouvoir faire les derniers 200 mètres avant d'arriver à ma place. Bon, là je ne vais pas faire de tour, je vais quand même passer la passe. C'est moins risqué si tous les calculs sont bons, il va pas y avoir de problème. Quand on voit des chiffres comme ça fait toujours un peu peur.
dernier mouillage de Quetzal, planqué sur un petit bras du Rio Dulce. Et ce qui m'impressionne le plus, à part la beauté du site, en fait c'est le bruit, c'est l'absence de bruit plus exactement. On entend simplement les oiseaux, quelques animaux, puis des enfants qui sont loin, 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 je sais pas où. Mais il n'y a pas de bruit. J'ai plus le bruit permanent de la mer, des vagues, du vent. C'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Voilà, ça valait le coup de venir là.